retrouve sur cette session de streaming. On a changé de visage. Je pense que vous avez remarqué que nous avons deux nouveaux candidats pour le Grand Conseil. À ma droite, Xavier Chalande. Salut Xavier. Salut. Alors Xavier, mes petites fiches me disent que tu arrives, non pas du tout, tu habites à Millevignes, dans la commune de Millevignes. Tu es viticulteur caviste, tu es député et conseiller général et tu as du coup vécu cette dernière session de cette législature aujourd'hui. Oui, tout à Voilà, fait. tu en reviens. Et puis à ma toute gauche, Monique Erard. Salut Monique. Salut, bonsoir. Alors toi tu habites à La Chaux-de-Fonds, tu es enseignante et conseillère générale pour la commune de La Chaux-de-Fonds. Et toujours Robin Schopp, notre conseiller d'État. On va peut-être juste rappeler aussi que tu es conseiller communal actuellement à Val-de-Rue et chef du dicastère de l'aménagement du territoire, de l'économie, du tourisme et de la mobilité. Oui, tout juste bonsoir aux personnes qui nous auraient rejoints en route. On vous rappelle les règles du jeu. Cette session en streaming, c'est vous qui la faites vivre avec vos petites questions. N'hésitez pas à mettre d'où vous venez aussi, ça nous intéresse. De savoir d'où nos électrices et nos électeurs viennent. Et puis, sauf erreur, il faut vous inscrire pour poser des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous bombarder en toute bienveillance et avec toute la politesse requise. Alors, nous avons une question de Monsieur Laville, Jean-Paul. Et les transports publics gratuits dans le canton, où en est-on? Alors, si vous avez suivi cette session depuis le début, vous savez qu'on en a déjà parlé, mais on peut bien sûr faire un petit résumé de la situation. Les transports publics gratuits qui sont dans les mains du Grand Conseil. Tout à fait, les transports publics gratuits qui sont précisément dans les mains de la commission mobilité du Grand Conseil. Alors je n'en fais pas partie, notre intervenante d'après pourra donner peut-être plus de détails vu qu'elle en fait partie, mais le Conseil d'État est en train de proposer un contre-projet finalement à ces transports publics gratuits, donc on va voir ce que décide la commission. Nous, c'est vrai que je fais partie des initiants de cette initiative. Pour moi, c'est sans compromis, donc transport public gratuit pour tous. On en a parlé avant. C'est clair que dans la part de financement des transports publics, la part finalement de la billetterie, donc ce qu'on demande la gratuité, c'est entre 10 et 15% du financement global des transports publics. On apporte, dans l'initiative, on a apporté des solutions avec la fiscalité. On peut aussi dire une chose qui n'a pas été dite avant, c'est qu'évidemment, si on n'a plus de billetterie, eh bien, il y a des frais qui sont inhérents à la billetterie qu'on n'aura pas forcément. Donc maintenant, on attend de la part du Conseil d'État des chiffres précis pour pouvoir aller de l'avant, mais cette initiative est sur les bons pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle que le Conseil d'État propose un contre-projet? Oui et non, parce que dans l'esprit de l'initiative, donc c'est transport public gratuit pour tous, et ce contre-projet, il ne dit pas exactement la même chose. Donc ça montre que le Conseil d'État, il y a des ouvertures, mais pas encore forcément tout dans notre sens. Donc c'est mitigé. Et si on parlait d'énergie et de ressources, ce serait peut-être une bonne idée. Les Verts proposent notamment de créer un service cantonal de la protection du climat pour mettre en œuvre ce fameux plan climat. Roby, qu'est-ce que tu en penses? Bon, en la voyant comme ça, on a un petit peu on pourrait se dire, tiens, un poste supplémentaire, mais en réalité, je pense qu'il est très important ce poste parce que on remarque que les services clés sont répartis finalement dans tout l'appareil de l'État, hein. On parle de gérer les bâtiments de l'État en les isolant lors des rénovations, en arrêtant d'installer des chaudières à mazout ou à chauffage fossile. Il y a l'achat de véhicules de l'État, il y a la subvention au transport public, il y a éventuellement les institutions subventionnées qui pourraient aussi être, disons, impliquées dans le plan climat. Et donc on voit que tout ça se répartit dans beaucoup de services différents. Et puis le fonctionnement de l'État, c'est quand même un peu cloisonné. Donc un poste transversal comme ça serait certainement un très bon stimulateur. Après, il faut voir comme finalement la déléguée à l'égalité a pu quand même passablement faire bouger l'administration cantonale, comme on l'a vu ces dernières années. Ça, c'est pour le poste. Après, voilà, les énergies dans le canton, si on élargit la focale, hein, on vit dans un canton, disons, qui a beaucoup de potentialité. On a un petit peu l'hydroélectrique, mais là, le potentiel, il est quasiment épuisé.
Le solaire est un potentiel pour tout le monde, tout en sachant que le défaut du solaire, c'est qu'il nous donne beaucoup d'énergie quand on n'en a pas besoin. Donc ça pose tout le problème du stockage. Et puis dès qu'on parle de stockage par batterie, ben évidemment, on rentre dans d'autres problèmes environnementaux. Et puis il y a ce serpent de mer des éoliennes qui sont finalement le contrepoids du solaire, puisqu'elles fonctionnent la nuit, elles fonctionnent l'hiver. Et c'est là que le solaire ne nous donne pas satisfaction. Donc on a vraiment beaucoup de travail. J'allais presque oublier la forêt. Dans la commune de Val-de-Rue, on a des chauffages à distance qui vont encore être développés et renforcés, qui brûlent le bois des forêts de la commune avec des circuits courts, avec vraiment une consommation locale d'énergie locale et renouvelable. Donc le canton de Neuchâtel a beaucoup d'atouts à exploiter. Et je pense que c'est une piste très intéressante malgré le fait qu'on a tendance à penser au canton alpin quand on pense à l'énergie, mais on a nos atouts, il faut en être conscient. On a une question qui concerne aussi l'énergie. Dan Savini, que pensez des éoliennes dans le Jura? Ben justement, on a besoin d'éoliennes parce que si on n'a que du solaire, on ne sait pas quoi faire de l'énergie qui est produite au mauvais moment, entre guillemets. La quantité, hein, on peut faire des calculs, puis on se dit le solaire fait une quantité suffisante, donc on a besoin de rien d'autre. Et malheureusement, ben, c'est faux parce qu'on est ici à 20h30 ou 21h, je ne sais plus très bien. Voilà, on a besoin de lumière, on a besoin d'énergie, et puis actuellement, il n'y a aucune cellule photovoltaïque qui produit de l'énergie. Et donc, on doit bien la tirer de quelque part. Maintenant, le canton de Neuchâtel, si on parle du Jura, à mon avis, la chance d'avoir eu un plan éolien extrêmement précis, qui a été accepté par la population. On sait où on peut mettre des parcs, on sait qu'on n'en mettra pas ailleurs. Et puis, par ailleurs, tous ces parcs éoliens sont soumis à des conditions environnementales extrêmement strictes. Et moi, ça me fait pas peur, pour être tout à fait clair. Je pense qu'on a vraiment encadré le problème, ce qui n'est pas le cas d'autres cantons, ce n'est pas le cas du canton de Fribourg, ce n'est pas le cas du canton de Berne, malheureusement. Mais à Neuchâtel, on est vraiment, je dirais, blindé. Pour une fois, on a fait les choses de manière très précise, très à l'avance, mais on les a bien faites. Peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Roby concernant ce service, je pense qu'il est absolument essentiel que Neuchâtel se dote d'un tel service. Aujourd'hui, l'organigramme de l'État fait qu'on a le département, le DTTE, donc la gestion du territoire, qui a un chef de département. On voit que le SBAT, qui est le service des bâtiments, est au département des finances. Donc on a un peu tous les services clés de la transition énergétique qui sont un peu éparpillés. C'est comme ça, peut-être que le prochain Conseil d'État voudra un petit peu changer l'organigramme. Mais et concernant aussi ce service, aujourd'hui, si on parle par exemple d'isolation des bâtiments, on ne peut pas demander aux privés d'isoler leurs bâtiments et de faire tout juste si l'État ne le fait pas. Donc je pense que concernant cette problématique-là, c'est l'État aujourd'hui qui doit montrer l'exemple à la population. Nous, on a fait comme ça, on a analysé notre parc immobilier, ce qui est en train d'être fait, et on a proposé des solutions et on a réduit notre consommation d'énergie. Donc maintenant, on a prouvé aussi que c'était viable et que ça ne coûtait pas forcément plus cher à long terme. Donc maintenant, faites la même chose. Et concernant les éoliennes, alors Roby a tout à fait raison. Je crois que dans le Jura, globalement, ben, on peut en discuter. Maintenant, à Neuchâtel, il y a un plan éolien qui a été élaboré il y a quelques années avec 5 sites qui ont été retenus. Il y a eu quand même de longs débats au niveau du Grand Conseil qui a débouché sur une votation populaire qui a été gagnée avec plus de 70%. Donc maintenant, voilà, je pense qu'il faut aller de l'avant avec ces sites. Maintenant, reste à savoir si la grandeur des machines sera la même qu'on a pensé en 2017 lors de la votation, ou alors si on va augmenter cette grandeur de machines, à voir. Mais moi, je pense qu'on a une planification qui s'est faite, il y a eu des consultations qui se sont faites, la population s'est exprimée. Pour moi, sur ces sites-là, on peut aller de l'avant. Alors, on peut encore aménager certains détails, on parlait sur certains sites de mettre des pales chauffantes ou pas, c'est pas encore forcément décidé, mais sur la stratégie extrêmement claire qu'a présentée le Conseil d'État, validée par tous les organes, je pense qu'on peut y aller. Une nouvelle question de Loris L. Bonsoir, comment induire les changements de comportement rapides, mobilité, chauffage, alimentation, qui seront nécessaires à la transition énergétique? Et j'ai envie de donner la parole à Monique, qu'on n'a pas encore entendue jusque-là. Alors moi je pense que chacun est déjà responsable de sa propre consommation. Et puis avant, tout à l'heure, on parlait d'énergie, mais l'énergie qui est
la meilleure marché qui induit la moindre problématique, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc à chacun aussi de réfléchir à son propre mode de fonctionnement pour voir là où il peut, sans effort surhumain, essayer de diminuer sa propre consommation. Après, pour induire les changements, là aussi, je pense que ça passe aussi beaucoup par l'éducation. Aussi, moi, j'ai des petits élèves en classe et c'est vrai que pour eux, les amener à des gestes simples, ça passe aussi par là et après, par là, on peut essayer. Mais pour les grandes problématiques plus larges, c'est sûr que là, l'État devrait être un modèle et se doit d'être un modèle ou de le devenir si ce n'est pas encore le cas. Et effectivement, un service de l'énergie ou un délégué à l'énergie qui aurait une vision transversale pourrait amener ça dans tous les services, parce que les services ils fonctionnent dans leur spécialisation, mais d'avoir quelqu'un qui a un regard transversal partout pourrait être une solution. Je rebondis peut-être sur l'alimentation, parce que j'ai vu dans la question, il y avait aussi l'alimentation, où l'État doit montrer l'exemple. On a débattu à l'avant-dernière session d'une motion populaire d'un groupe de citoyens qui proposait moins de viande dans les cantines scolaires avec des produits locaux et bio. Alors, concernant les changements induits rapidement, ça passe par là. Cette motion, je crois, sauf erreur, a été combattue vivement par la droite notamment, en disant que c'était liberticide de dire que la motion demandait au moins 3 jours sans viande. Alors moi je me suis exprimé, j'ai dit oui mais il vous en reste quand même 4 pour manger de la viande, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, aujourd'hui il y a une certaine part de la population qui est représentée aussi au Parlement qui, à chaque fois qu'on propose ce genre d'initiative, qui trouve que c'est liberticide, voilà, ça passe aussi par la conscience individuelle et puis vraiment l'État montre l'exemple. Mais tout a à peu près été dit, hein. C'est vrai qu'on est tellement prisonnier, disons, de toute une culture, mais aussi une culture qui est savamment entretenue par des mécanismes publicitaires et commerciaux qui sont extrêmement puissants, il ne faut pas en être dupe, où si on n'a pas de la viande dans un apéritif, dans une réception, dans un souper officiel entre autorités, on a l'impression qu'on fait les choses au rabais parce qu'on nous l'a inculqué. Et là, c'est vrai qu'on peut réfléchir beaucoup, mais au bout d'un moment, surtout l'administration fonctionne beaucoup avec des directives. C'est peut-être un petit peu triste, mais c'est comme ça. Donc, il faut avoir le courage de trancher et puis de dire que, voilà, lorsque l'État organise une réception, il y a ou bien pas de viande du tout, ou bien 2/3, ou la moitié, mais j'en sais rien moi. Enfin, il y a une norme de produits qui sont offerts sans viande, et là je rejoins tout à fait ce que Xavier vient de dire, c'est pas liberticide du tout. Au contraire, on préserve la liberté des gens qui ne veulent pas en manger, parce que combien de fois on se retrouve dans le privé, mais aussi dans le public, confronté finalement à des situations où on nous propose rien d'autre que de la viande. Et finalement, la liberté, elle va aussi dans les deux sens, hein. Et c'est vrai que je suis toujours un tout petit peu interloqué quand on demande qu'il y a au moins une alternative sans viande. Bon, on prend la viande parce qu'elle est lourde en CO2, hein, mais on peut aussi dire des produits qui viennent de l'autre bout du monde ou des choses comme ça. Qui soient offertes surtout à des gens qui n'ont pas le choix, comme les gens qui mangent dans des cantines, et puis qu'on nous dit c'est scandaleux. En fait, on offre une liberté nouvelle. C'est pas vrai qu'on enlève la liberté. On passe à la question de Fabien Schwab. Est-ce qu'il ne manque pas aujourd'hui au Conseil d'État un organe de coordination environnementale dont la mission serait de coordonner le travail des différents départements? Oui, alors je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le poste de délégué. Oui, il manque cette compétence. On l'a mise en place à l'époque et elle continue à être en place pour les questions féminines et de la famille dans le canton de Neuchâtel, mais ça doit passer par des organes de ce type-là. Je crois qu'il n'y a aucun changement de mentalité ou de fonctionnement qui s'est fait sans qu'il y ait une personne qui porte une personne ou un organe, hein, qui porte cette problématique et puis qui fasse un travail transversal. Ça c'est évident, puis alors c'est vrai que je serais ravi si ça pouvait être dans mon département au cas où je serais élu. Par exemple, organisé sous la forme d'un service, peut-être juste pour revenir sur le délégué à l'égalité à la famille, donc le nouveau poste qui était mis au concours, c'est un homme et une femme Oui, à part égale, 50-50, donc j'ai trouvé l'idée assez intéressante, et puis on verra le travail que vont fournir ces deux personnes qui sont très compétentes. On n'a pas parlé de formation. Monique, est-ce que, en tant que future députée, est-ce que
Et en tant qu'enseignante, est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour le canton de Neuchâtel, des points sur lesquels tu pourrais déposer des motions, des interpellations? Oui, alors à l'heure actuelle, on est très soucieux par rapport aux classes de formation spécialisées qui sont mises sur le ballon, à savoir que les élèves qui sont dans ces classes à effectif réduit ont besoin de cette relation particulière avec leurs enseignants pour arriver à dépasser leurs problématiques et les inclure dans des classes régulières. Peut-être pour certains, pas n'importe comment et surtout avec des moyens. Si maintenant dans une classe à l'heure actuelle on a 8 élèves pour un enseignant, il a le temps quand même de s'intéresser aux problématiques de chacun d'eux. Si on envoie ces élèves comme ça sans moyens supplémentaires dans une classe régulière, je vois mal l'enseignant de la classe régulière de maintenant pouvoir accueillir cet élève-là en particulier avec autant d'efficacité que s'il est dans ces classes à effectif réduit. C'est pas pour rien qu'ils sont là, c'est bien parce qu'il y a eu des problèmes antérieurs qu'il faut qu'on arrive à résoudre pour que ces personnes-là après aussi puissent trouver leur place dans notre société. C'est pas juste comme ça parce que ça nous fait plaisir de les mettre là, c'est vraiment pour leur permettre d'avoir un avenir, d'avoir des perspectives. Et de ce côté-là, moi je suis très soucieuse de ce qui se passe pour ces élèves-là à l'heure actuelle. La même chose pour tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, aussi de mettre ça en avant aussi, de favoriser ça, de soutenir les entreprises qui font cet effort-là. Je pense que là, il y a encore des cartes à jouer de manière plus importante que ce qui se fait maintenant déjà. Oui, alors concernant la formation duale, c'est vrai que le New Deal a permis aussi de continuer dans cette voie et d'appuyer sur la formation duale. Il faut aussi dire que concernant les mesures Covid, il y avait une mesure qui aidait à payer le salaire des apprentis pour les entreprises qui étaient formatrices, qui était là encore une bonne idée pour lancer ce dual. Neuchâtel n'est pas à la traîne au niveau de la formation duale ni au niveau des autres écoles. On a signé encore aujourd'hui le nouveau concordat concernant la HEP. Neuchâtel, il faut aussi dire, et je pense que ça va rester comme ça, et le Grand Conseil a donné un signal clair pour agrandir l'université. C'est bien qu'on ait une université, cette université nous rapporte non seulement aussi de l'argent, mais une très grande aura. Et ce qu'il faudra faire attention concernant aussi peut-être l'éducation, plus l'éducation, les apprentissages et les études, c'est de ne pas faire attention au décrochage des étudiants en cette période un peu difficile. Et puis, c'est une catégorie de la population qu'on devra suivre ces prochains mois pour éviter trop de décrochage et trop de personnes qui se retrouvent ensuite sans formation. Je pense que cette question du décrochage scolaire peut aussi faire partie des investissements post-Covid dont on parlait tout à l'heure. Si j'ai bien compris, mais l'éducation n'est pas ma spécialité, le canton a limité les redoublages aussi pour augmenter l'efficacité on va dire, économique du système scolaire. Et là, je pense qu'il y a certainement un assouplissement à prévoir pour la phase de sortie de la Covid, à mon avis. On passe peut-être à notre dernière question pour ce tour de piste. Donc, c'est une question rebond de Loris, elle, qui avait posé tout à l'heure une question sur les changements rapides de comportement. Et il nous dit, merci pour votre réponse, faudrait-il du coup penser à interdire la publicité pour des biens et services peu écologiques? Ça, c'est intéressant. Qui veut s'exprimer là-dessus? Alors moi, si j'y vais, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une très bonne remarque. Sauf erreur de ma part, le canton de Vaud a interdit les publicités sexistes. Donc il y a une compétence cantonale et peut-être même communale, mais en tout cas cantonale en la matière. Aujourd'hui, tout le monde, en tout cas en Suisse, on a interdit la publicité frontale pour le tabac. Donc on a le droit de le faire. Quand on connaît tant soit peu, mais il n'y a pas besoin de connaître beaucoup finalement. Les stratégies marketing qui sont déployées par les entreprises pour finalement nous amener à avoir envie de ce qu'ils veulent nous vendre, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde toute la promotion qui est faite pour les véhicules automobiles, c'est les plus lourds, les plus gros, les plus consommateurs d'essence qui sont mis en avant. Bon, maintenant, avec la Covid, on est peut-être un tout petit peu moins sur les vacances au bout du monde, mais il n'y a pas si longtemps, on était bombardé d'offres de trajets aériens à des prix invraisemblables qui étaient évidemment totalement anticlimatiques, j'entends. Et là, je veux dire, comme on a pu dire, bon, on va quand même arrêter d'inciter les gens à s'empoisonner et puis à causer des problèmes de santé publique,
qu'ensuite la collectivité doit assumer à grands frais. On est un petit peu aussi dans le problème du sucre, hein, qu'on a abordé dans notre premier plateau. Moi, je vois vraiment une légitimité très forte d'une collectivité publique de dire on est en train de réussir de vouloir mettre en place un plan climat. Je prends peut-être juste la voiture parce que c'est plus immédiat. On a des normes pour que les voitures automobiles vendues en Suisse atteignent un certain seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2, et puis tout ce qui est au-delà de cette norme, eh ben, on ne va pas tolérer qu'on encourage les gens à les acheter. Et ça, je crois que c'est tout à fait moral et c'est tout à fait cohérent comme position, en tout cas de mon point de vue. Oui, tout à fait. On parle de la publicité sexiste. Il y a un projet en cours au niveau du Grand Conseil qui a retenu toute l'attention des Verts, auquel on souscrit évidemment pour éviter de faire de la publicité sexiste. Maintenant, c'est clair, cette période, moi j'ai beaucoup aimé l'après-Covid parce que on se rend compte maintenant que voilà, le libéralisme à outrance qu'on pratique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il faudra arrêter, repenser notre modèle. Alors j'espère ne pas devoir mettre des méthodes coercitives en interdisant la publicité ou d'autres choses pour certains produits qui ne sont pas durables, mais voilà, c'est une bonne façon de repenser l'entier de notre société, et puis pourquoi pas, avec chacun qui est responsable, partir dans une société plus durable et plus propre. Monique, on te laisse le mot de la fin. Bien sûr qu'on souscrit à ça et peut-être que tous les moyens sont bons pour y arriver. Après, on sait aussi qu'il faut marteler les choses pour que ça passe. Il faut commencer aussi par un bout pour y arriver. Donc peut-être que ça passera par là. Après, par rapport aux publicités sexistes, là, c'est toujours difficile parce que c'est difficile d'être peut-être objectif ou ce qui peut me paraître sexiste à moi ne sera peut-être pas pour toi ou pris comme tel. Par contre, par rapport aux véhicules très polluants ou autres, ben là, il n'y a pas photo, c'est des faits objectifs. Là, on peut trancher facilement et s'appuyer sur effectivement des faits objectifs. Après, quand la subjectivité entre en jeu, c'est beaucoup plus délicat. Une société plus sociale aussi, avec l'humain au centre. Bien sûr. Merci beaucoup, Monique. Merci beaucoup, Xavier. Merci. Roby, tu restes toujours avec nous Je sur le reste, canapé, tu ne je bouges reste. pas.